Luca Forcucci naît à La Chaux-de-Fonds, Suisse. Aujourd'hui, il vit à Berlin. Il est un citoyen du monde, compositeur, artiste, chercheur et écrivain. Sa recherche explore l'expérience en tant qu'œuvre. Forcucci a obtenu un doctorat en musique, technologie et innovation à Montfort University, en Angleterre, et un master en Sonic Arts de la Queen's University, Belfast. Il est également architecte. Ses recherches sont publiées par MIT Press, Cambridge University Press. Luca Forcucci nasceu em La Chaux-de-Fonds, Suíça. Ele vive atualmente em Berlim e é, na verdade, um cidadão do mundo. Compositor, artista, pesquisador e escritor. Suas experiências, suas pesquisas exploram a percepção, a subjetividade e a consciência. Forcucci obteve um PhD em música, tecnologia e inovação pela Montfort University, na Inglaterra, e um mestrado em Sonic Arts pela Queen's University, Belfast. Ele também é arquiteto. Suas pesquisas, seus textos científicos são publicados pela MIT Press, Cambridge University Press. Alors, avec la parole, mon ami maestro Luca Forcucci. Merci, maestro Jorge Antunes. Bonsoir tout le monde. Je suis très ravi d'être ici. Et donc, je vais faire une présentation. Je vais très rapidement passer à ma présentation, en effet. Je vais parler en français. J'ai écrit en anglais pour que ce soit plus compréhensible. Je comprends bien les problèmes coloniaux, etc. Mais c'est pour qu'il y ait plus de clarté. Je peux répondre aussi en portugais plus tard, s'il y a des questions plus spécifiques. Voilà, donc je vais passer. Mais je ne peux pas partager mon écran. Est-ce que la régie peut m'autoriser à partager mon écran, s'il vous plaît? Merci, la régie. Voilà. Donc, en fait, le titre de ma présentation est Indiscipliné et à l'écoute. Indiscipliné, bon, je suis très joyeux, chaotique, bien sûr, mais c'est aussi une façon de souligner une pluralité dans les disciplines. Comme l'a dit Jorge Antunes dans la présentation, je travaille avec le son d'une manière très large, mais aussi l'architecture. Et aussi, je collabore depuis 12 ans environ avec des neuroscientifiques. Ubiquity Lab, que vous voyez là, c'est mon laboratoire avec lequel je propose des rencontres art et sciences et des podcasts. Je vais en parler plus tard, ce que c'est exactement. Donc, ceux-ci sont les disciplines dans lesquelles je suis actif. Je vais faire un panorama en fait de mon travail. Je vais survoler beaucoup de choses. Je vais proposer des extraits et puis je suis disponible ensuite pour éclaircir des points qui peuvent paraître, qui demandent des précisions. Donc, je travaille dans les arts sonores, les sonic arts, l'architecture, la biologie et les neurosciences. Ce qui m'intéresse, c'est l'interdisciplinarité, parce qu'il y a un niveau d'intégration du discours et de la connaissance qui est différent de la multidisciplinarité,
la cross-disciplinarité ou la transdisciplinarité. Donc, j'insiste, je suis bien actif d'une manière interdisciplinaire. Ce qui m'intéresse aussi, c'est le sonore, sa matérialité, voire son immatérialité, et l'expérience sensorielle. Et à mon avis, il manque un lien entre les humanités et les sciences. Et c'est ça que j'essaie d'investiguer, en fait, de créer des ponts. Donc, aussi, je m'intéresse à l'indiscipline parce qu'il n'y a pas de perspective canonique. Et ça permet de renouveler l'épistémologie de la connaissance. Donc, je voudrais illustrer ça par un poème peinture d'Henri Michaud, qui, à mon avis, illustre d'une certaine manière les propos que je viens de donner. Une des premières pièces que je vais présenter, je vais présenter une sorte de portfolio de mon activité. La première pièce remonte à ma première visite au Brésil, c'est-à-dire en 2008. Et cette année-là, j'étais invité au Fitch, qui est le Festival international de théâtre à Belo Horizonte, Palacio das Artes. Et à la fin de l'année, en gagnant un prix de l'Office fédéral de la culture en Suisse, j'étais invité, j'ai eu la possibilité de faire une résidence dans la forêt amazonienne pendant 2 semaines. Et c'est là que beaucoup de choses ont changé pour moi au niveau de l'écoute et aussi au niveau de la composition. Cette pièce, donc, il y a un article qui est sorti, j'ai décidé de sortir à la fin de l'année passée dans Leonardo Music Journal, c'était la dernière édition, la 30e, parce que je voulais mettre à ma manière une lumière sur les problèmes que l'Amazonie connaît en proposant cette composition. Et aussi, j'ai sorti la composition en tant qu'album, chose que je m'étais refusée jusqu'alors parce que j'estimais que c'était quelque chose que je voulais uniquement proposer en concert, parce qu'il y a toute une relation entre le son et l'espace que je trouvais qui n'était pas donnée de manière assez précise dans le format d'un album. Mais vu les problèmes que l'Amazonie connaît en ce moment, j'ai décidé de sortir tout de même en tant qu'objet qui puisse générer des discussions. Donc, quelques cartes postales de l'Amazonie de l'époque, en 2008. Probablement le son et les arbres de l'époque ont peut-être disparu d'une certaine manière. Et ça m'a apporté aussi un éclairage personnel sur les stratégies d'écoute. Alors, on peut citer Pauline Oliveros, bien sûr, Deep Listening, par exemple. Et aussi, j'aimerais citer aussi ici Walter Herzog, de son film dit que chaque homme dans sa vie devrait porter un bateau par-dessus la montagne. Alors, il y a plein de stratégies, comme je disais aussi, non seulement d'écoute, mais de diffusion. Alors, d'une manière générale, je travaille dans le noir pour focaliser l'écoute. C'est une écoute acousmatique. Ça, c'est à La Chaux-de-Fonds, donc ma ville natale, c'est aussi la ville natale du Corbusier et de Blaise Cendrars. Et ensuite, j'ai décidé d'amener cette jungle, à un moment donné, dans la jungle de béton de Shanghai, et de créer une écoute, ce qu'appelle Muriel Schaeffer une schizophonie, en fait. C'est notre situation à Rome, au musée du XXIe siècle. Alors, ce qui m'intéresse, c'est la perception, en fait,
la perception de l'espace et qui génère en fait une image mentale. Ma thèse de doctorat porte là-dessus en fait. Et mon travail avec les neuroscientifiques porte aussi là-dessus. Il y a beaucoup d'articles. Enfin, il y a beaucoup à dire, mais en gros, ce qui m'intéresse, c'est l'imaginaire que le son, que le sonore génère, et qui est une chose qui est très peu approchée, à mon avis, dans l'écoute. Et aussi l'idée d'atmosphère, d'affect et du corps. Alors, je vais vous présenter une autre pièce, parce que j'ai travaillé avec des neuroscientifiques et je me suis intéressé au EEG, les ondes d'électroencéphalogramme, et à la manière de Alvin Lucier, j'ai décidé d'écrire une pièce avec ou pour les ondes électroencéphalogramme. La pièce s'appelle Music for Brainwave, musique pour ondes de cerveau, ondes cérébrales. Et en fait, j'avais trouvé ce lieu qui était l'ex-station d'écoute américaine, la NSA, qui écoutait à l'époque les Russes. Elle a une valeur architecturale de résonance parce que, comme je vais l'expliquer maintenant, ce travail a beaucoup à faire avec la résonance. Donc, dans cette performance, ce qui est intéressant, c'est la relation entre le son, l'espace et l'électroencéphalogramme, encéphalographie. Et le neurofeedback. Le neurofeedback, c'est la combinaison entre le son, l'espace, les ondes d'électroencéphalogramme et le retour qu'on reçoit en tant que feedback dans ce cadre-là. Je suis le seul à le percevoir. L'audience, le public ne le perçoit pas. Donc, cette performance, elle est basée sur une interface qui collecte les informations physiologiques, mes informations physiologiques, du performeur donc, qui sont ensuite transformées et processées par un algorithme qui génère un son. L'algorithme, c'est GenD, GenD qui a été développé par Yanis Xenakis. Et ensuite, le résultat est projeté dans l'espace, si possible, le plus résonnant possible, et je reçois en retour les informations sonores. Et je crée de cette manière un circuit fermé avec mon corps. Donc cette pièce, elle s'inspire bien évidemment de Music for Solo Performer de Alvin Lucier, mais à l'époque, lui, il utilisait de la technologie militaire en fait. Moi, j'ai décidé d'utiliser du matériel que l'on peut obtenir en fait dans le commerce. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est l'idée de performance, du sonore, d'espace, d'algorithmes, de données physiologiques, de perception, mais surtout de neurofeedback. Donc, le retour neurologique que l'on obtient. J'ai essayé aussi de travailler avec un violoncelliste, avec un danseur, mais je n'étais pas convaincu du résultat vraiment. Et donc, j'ai décidé de retourner à une situation de solo, en fait. Donc, moi, mon idée première était de travailler avec une cathédrale, parce que dans mon imaginaire, à part le fait de l'histoire de la cathédrale et de la musique, etc., à mon avis, c'était l'endroit le plus résonnant que je puisse trouver. Mais je n'ai pas trouvé de cathédrale, ce n'est pas quelque chose qu'on peut obtenir facilement. Donc, par un concours de circonstances et d'accidents, je me suis retrouvé c'était en fait la ex-NSA
listening station, la station d'écoute qui est à Berlin, utilisée par les Américains pour écouter les Russes, et qui a des espaces où étaient cachées les antennes, en fait, pour l'écoute des Russes. Et dans ces constructions, en fait, où étaient cachées les antennes, il y a une résonance énorme. Par exemple, on ne peut pas parler face à face avec quelqu'un. C'est tellement résonnant. Mais moi, ce qui était intéressant pour moi, c'était ça marchait bien pour ma performance. Donc voilà, c'est tout en haut, en fait, dans ces endroits sphériques. C'est là qu'étaient cachées les antennes. Donc, comme je disais, moi, ce qui m'intéresse, c'est les images mentales et aussi l'imagination sonore, ou pour être plus précis, parce que dans image, il y a un aspect visuel. Ce qui est intéressant, c'est plutôt, dans le vocabulaire, on devrait plutôt dire l'oralisation sonore, pour être plus précis avec les termes. Donc là, je passe en 2015. J'étais invité par la Generasi Foundation dans Silicon Valley pour travailler sur des pièces. Et j'ai décidé de travailler avec une sculptrice sur une chambre de déprivation sensorielle. C'était basé, c'est né d'une blague en fait, parce que Michael Jackson utilisait ce genre de caisson de privation sensorielle. Et puis on a décidé, on s'est dit, bah, tiens, on va faire un caisson de privation sensorielle. Donc c'est voilà, c'est quelque chose qui ressemble à ça, qui était très en vogue dans les années 70-80, où un corps immergé dans de l'eau salée et tiède, bah, ça n'a rien à voir avec le Eureka, mais de Pythagore, mais c'est bien un caisson de déprivation sensorielle. Et donc voilà, on a trouvé ces deux arbres. Et puis l'idée, c'était de faire, est-ce qu'on peut dépriver quelqu'un? Pas dépriver, mais d'enlever. Tout le monde aujourd'hui travaille avec les paysages sonores, et on s'est dit, est-ce qu'on peut enlever le paysage sonore? C'est ça la réflexion aussi. Et ensuite, dans la même lignée, j'ai travaillé sur cette pièce qui s'appelle Bodyscape. Alors, après avoir travaillé avec les ondes cérébrales, j'étais assez... c'est un moment ennuyant parce que je ne bougeais pas. Il y a beaucoup de méditation, etc. Le moins vous en faites, le mieux c'est pour l'onde cérébrale. Et j'ai décidé de travailler avec l'électricité des muscles. Et j'ai décidé d'utiliser le corps d'une danseuse comme matériau de départ pour la composition. J'ai travaillé avec Cristal Sepulveda, qui est une danseuse de Porto Rico, et puis Cheryl Leonard, qui est une compositrice qui crée ses propres instruments, notamment avec des os de pingouin, entre autres. Et nous avons décidé de travailler ensemble en triangulation. Ça veut dire que moi, je suis arrivé, j'ai donné des instructions de départ, un contexte, disons, sans vouloir donner trop un carcan trop précis. Et là-dedans, nous avons évolué pendant 3 jours à définir un contexte, mais en laissant beaucoup la place à la composition sur le moment. En allemand, Echtzeitmusik, donc composition en temps réel. Et là, j'ai travaillé avec ces capteurs EMG, électromyogramme. Donc voilà, ça c'est le capteur. Ça c'est les instruments de Cheryl. Et aussi de prendre le son du corps et du cœur de la danseuse. Tá sem som.
Lucas, está sem som. Luca, esto debe tener sonido, Luca, porque no lo escuchamos. Ah. C'est bon? Sí. Cariño, no te preocupes. No me preocupo, siento que llora. José Manuel, tenés el micrófono abierto. Bon, c'est assez bas, hein, les fréquences du cœur. Donc, si vous avez un casque, vous allez l'entendre. Sinon, je pense qu'avec les haut-parleurs de l'ordinateur, vous ne pas l'entendre. Bon, voilà. Je passe à autre chose. Donc, c'est un travail, comme je disais, à la Chaux de Fonds, où je suis né. C'est aussi la ville de Blaise Cendrars, le poète, qui a suivi les modernistes durant un voyage au Brésil. Et on est arrivé en fait au Brésil au même âge. Et j'ai décidé de faire un travail là-dessus, en refaisant le parcours qu'il a fait, en enregistrant les sons où il était passé, en utilisant les images, en photographiant les lieux où il était passé et en coupant le texte, des textes à lui en fait. Ça, c'est l'image que vous voyez, c'est une installation que j'avais fait à Rio de Janeiro, au Centro Municipal Elio Sica. Voilà. Mais aussi, un peu avant, j'avais été invité à Sao Paulo pour travailler sur cette pièce. Mais quand je suis arrivé à Sao Paulo, 2 jours après, Dilma Rousseff n'était plus là où elle devait être. Et en fait, des phrases ont commencé à apparaître dans les manifestations et ces phrases ont commencé à contaminer mon travail. Donc ça, c'est un texte, par exemple, de Oswald de Andrade, qui parle de Blaise Cendrars, mais c'est aussi un texte. Il y a Utopia Land, bien sûr, au Brésil, le pays du futur, qui reste le pays du futur. Mais aussi toutes ces idées, en fait, voilà, plein de choses qui ont commencé à contaminer mon travail par rapport à Dilma Rousseff. Mais ce que moi, en tant qu'observateur externe, je percevais.
une pièce aussi basée sur l'écoute, la visualisation de l'écoute, du listening, une écoute très attentive qui passe par l'eau. Et ici, j'ai décidé d'amplifier le son de São Paulo. Aussi, pendant 5 ans, tous ces projets sont interrompus à cause de la pandémie, mais j'ai décidé aussi, à un moment donné, je suis parti faire des enregistrements sonores de terrain en Afrique du Sud-Est. Et j'ai décidé, au travers de rencontres, j'ai décidé d'essayer de trouver un pont entre la musique électroacoustique et les instruments indigènes ancestraux. Plutôt des instruments à cordes, pas de percussion du tout, et des instruments à vent. Donc, ces premiers essais électro-ancestraux, je ne sais pas comment dire, mais enfin, c'est les premiers essais ici au Mozambique. Et ensuite, on a mélangé en fait les pianos préparés avec l'électroacoustique et les instruments, autochtones. Et voilà, on a continué ici à travailler sur les timbres. Beaucoup de positions en temps réel. J'ai rencontré cette personne aussi, Smiles Makama, qui travaille sur cet instrument, qui l'appelle synthétiseur de la forêt, quelque part. Mais c'est un instrument très intéressant. Quelque part, on y trouve le berimbau, mais c'est la mère du berimbau, en fait. Et il y en a 7, chacun accordé d'une manière différente. Et voilà, c'est un workshop pour vous, très rapide, comment construire, comment on l'utilise. Et ça, c'est aussi des instruments que j'ai rencontrés. Je travaille avec le compositeur et performeur Bo Molinkeng, qui est du Lesotho. C'est des instruments du Lesotho avec lesquels nous avons travaillé. C'est aussi c'est une sorte de berimbau quelque part, mais avant qu'il arrive au Brésil. Il a grandi depuis, mais bon, c'est notre histoire. Mais ça, c'est Kudu Horn. Lui, par contre, c'est l'ancêtre du SMS, du message SMS. C'est pour communiquer entre les différentes places et s'utiliser en fait cette corne. En fait, c'est un son très particulier. Et aussi, j'ai collaboré avec Cara Stessé, qui est notre musicologiste du Sud. Et nous avons travaillé sur ce projet. Un extrait que je vous propose.
Ensuite, pour des raisons de production, il était difficile de faire tourner ce projet de cette manière. Et au même moment, j'ai rencontré le cinéaste Phil Niblock, qui lui, dans les années 70, a tourné en fait en Afrique du Sud durant l'apartheid, et il a filmé au Lesotho et en Afrique du Sud. Et pour la version ultérieure, j'ai décidé de créer une forme acousmatique de cette musique, mais avec les projections de Phil Niblock. Voilà, ça c'est une autre composition que nous avons, qui s'appelle Alerte, une composition que nous avons initiée avec Georges Antunes en 2018. Je l'avais invité sur un projet que je voulais développer au Brésil. Et nous étions invités en fait pour travailler pendant une semaine dans une fondation, dans un studio. Et de la même manière que quand je suis arrivé et qu'il y avait eu Dilma Rousseff qui avait perdu son boulot, à ce moment-là, quand je suis arrivé, il y a une autre personne qui arrive au pouvoir. Et du coup, nous avons perdu notre studio dans cette résidence au Brésil. Et alors, voilà, j'étais les deux dans cet hôtel à Recife et voilà, on a essayé de travailler tout de même. Et Georges Antunes est arrivé avec ce poème qui s'appelle Alerta, d'Oswald Andrade. Et nous avons travaillé ensemble là-dessus. Nous avons enregistré Georges Antunes en studio pendant qu'il dit ce poème. Et ensuite, le projet a été amené en Suisse. J'ai donné une partition graphique à Lucas Gonzette, percussionniste, et Noémie Brown, violoncelliste. Et voilà. Après, en fait, le projet s'est arrêté à cause de la pandémie, mais il a tout de même a été sélectionné pour le Festival de musique électroacoustique de New York en 2020. C'est une édition en ligne, malheureusement, mais je vais vous proposer.
fundo. Lança chamas. Lança chamas. Lança chamas. Gasolina. Cacofonia, melodia de sabor. Círculo esotérico da comunhão do pensamento. Ato institucional número 5. Prisões, tortura, morte, etc. Assassinato. Ato institucional número 5. Prisões, tortura, morte, etc. Assassinato. Ato institucional número 5. Prisões, tortura, morte, etc. Assassinato. Círculo esotérico da comunhão do pensamento. Bon, je continue, désolé de couper de cette manière abrupte, mais le temps m'étant compté, il faut que j'avance dans cette présentation et je vais terminer avec mon laboratoire. Donc, mon laboratoire, c'est ubiquitylab.org, basé à Berlin, qui est une organisation qui travaille avec Leonardo, une organisation basée à San Francisco, qui promouvoit des initiatives d'art et sciences. En gros, l'idée, c'est de décoloniser le savoir. C'est l'objectif principal en contrebalançant une position dominante occidentale et technoscientifique. Donc, la première édition a eu lieu en Afrique du Sud, à Cape Town, collège de musique. Ensuite, à Recife, où Jorge Antunes était également présent. Et à Salvador, en 2019, à Berlin, à Palermo et puis à Porto. Ensuite, vu qu'il y avait la pandémie, on a réussi à faire seulement une date en Suisse, à la Chaux-de-Fonds, justement. Et cette année, on a réussi à en faire deux, à Bellinzona, au Museo Villa dei Cedri et au département des Beaux-Arts de l'Université de Valence, en Espagne. Et voilà, gentiment, on va essayer de reprendre. Il y a aussi tout un panel de podcasts que je fais. Donc, j'interviewe également Jorge Antunes, j'ai interviewé Josie de Oliveira, j'ai interviewé beaucoup de monde. Et puis ici, je vous propose un petit extrait en fait d'un cut-up, d'un collage sonore qui m'a été commandé par le festival Ars Electronica cette année. Ela está trazendo valores estéticos e éticos que normalmente a inteligência, digamos, masculina não está muito acostumada a aceitar. To implement a stage for the visually impaired that they could express their concerns about the environment around them. And how craziness of the brain process that must have to go on for somebody who is listening in one language and simultaneously speaking in another language. A minha ideia era fazer drama eletrônico. Bério, David Tudor. We make art in every environment that we're in. Contact, uma espacialização e uma distribuição sonora. Somebody speaking in one language and then all these people, saying exactly what they're saying, but in 5, 6, 10 different languages. Cross-modal interaction. Communication processes.
Ele não conseguiu fazer diferença. The opening of a possibility, the opening of a channel. Essas vozes que eu imaginava, Work with echolocation to navigate in space and time. Speech in different languages. The question of language, which is central for human communication. as gravações das vozes eram enviadas por via diplomática. People are trying to multitask all the time. They're trying to do multiple things at the same time. Different modalities of experience. The movement of people working, doing very everyday work in the fields or something like that, non-industrial work, as material. And so that whole series of 20 years of shooting film came from 73 until 91, and then again in 2009 and 10. Dan Morel, actually, he is the guy who invented the term carbon neutral. A person trying to do multiple tasks all at the same time. I went back to my sources. Of just looking at people like that, and that just required me to travel to a lot of different places. So I was actually constantly, once or twice a year, I would go shoot somewhere. I didn't perform. The way in which people experience nature in an abstracted but extremely emotional way. Poetry has explored language in countless experimental ways. I'm continuing to explore sound. Teatro, multimeios, vídeo. Plant forests, future forests. Et voilà, je m'arrête là. Toutes les œuvres, vous pouvez les trouver sur le web. Je suis à disposition si vous voulez plus de détails sur chaque pièce. Et voilà, je m'arrête là. Je vais sortir d'ici, comme on fait. Je ne peux pas sortir d'ici. Voilà. Et voilà. Termino. Cheguei. Gracias. Felicitations por ton trabalho. Ay, gracias, muy bien. Hay preguntas, comentarios. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Merci, Luca. Merci beaucoup, fantastique. Luca, une question. Oui. Au début, tu as parlé beaucoup des résonances de la cathédrale. Je me demande si tu voulais vraiment parler des réverbérations, pas des résonances. Réverbérations. Ah oui, peut-être j'ai dit résonance. Je voulais parler des deux. C'est peut-être un lapsus révélateur quelque part. Mais effectivement, c'est la réverbération pour la cathédrale, on est tout à fait d'accord. Mais après, il y a la résonance du corps dans cet environnement. C'est ça. Voilà, c'est les deux choses, oui. Résonance, il y a plus à voir avec l'accord. L'accord. Absolument, ouais, c'est très juste. Et la cathédrale, on trouve la réverbération. La réverbération, tout à fait. Multiples, des réflexions multiples. Absolument, absolument. Voilà. Oui, effectivement. Alors, la résonance, c'est le corps sonore ou n'importe quel autre corps qui résonne en relation, en fait, avec cet environnement. Oui. Je trouve ça intéressant, l'impression d'espace qu'on trouve dans toutes les pièces. C'est comme si l'écoute était tournée vers l'extérieur. Donc, vos expériences multiples de voyage et de sources s'entendent et créent quelque chose de complexe. Et en même temps, il y a une continuité dans la matière. Vous travaillez dans une matière continue qui se module. Et voilà, c'est une certaine forme de composition, comme si c'était l'écoute extérieure qui guide la composition
Et ça donne l'impression de peut-être pas être prémédité comme des compositions, retravaillées comme une composition écrite où on revient et on réduit un minimum. C'est un peu le contraire. Ok, ouais, merci. Ouais, c'est aussi, c'est probablement une composition qui est liée à composition. Bon, il y a deux choses. D'une part, il y a la composition dite acousmatique, ça veut dire qu'on crée, qu'on écoute et qu'on travaille un peu à la manière d'une sculpture. On s'approprie le matériau et on le travaille. C'est plutôt une approche acousmatique. Et l'autre qui est plus l'idée d'amener la partie électronique, je dirais, les instruments électroniques dans un contexte de Echtzeitmusik, de musique en temps réel, de composition en temps réel. Et après de ça, ce qui est un peu plus difficile, ou en tout cas ce que j'essaie de faire maintenant, c'est de mettre ces deux mondes antagonistes en fait ensemble. De ce qu'on appelle tape, enfin qui est plus tape aujourd'hui, c'est des disques durs, mais bon bref, c'est une matière un peu plus fixe, disons, en relation avec une composition en temps réel, très inspirée par Pauline Oliveros, bien sûr, ou en tout cas c'est dans cette direction-là, comme beaucoup d'autres l'ont fait aussi. Et en ce moment, je travaille avec un développeur sur un logiciel qui permet justement de travailler sur les gestures, les gestes du matériau sonore en fait. Donc c'est comme si on avait la bande à disposition puis qu'on pouvait vraiment la travailler en fait avec les mains. Hein, enfin, voilà. Après, le fait d'avoir une écoute extérieure, c'est toute la complexité de la position intérieure-extérieure. Hein, et comment il y a l'image mentale d'une part qui est générée par la musique, disons, acousmatique ou électroacoustique, ou en tout cas, lorsqu'on ne voit pas ce qui génère, par exemple, si on voit un violoncelliste faire un geste, on sait que c'est ça, tandis qu'avec la bande, on ne sait pas. Donc, c'est comment l'imaginaire intervient. Donc, ça, c'est d'une part pour l'image mentale. Et de l'autre côté, disons que le matériau est collecté beaucoup lors de soundwalks, de marches sonores. Disons, je n'ai pas une approche de field recordings. Je veux dire, la pureté du field recordings ne m'intéresse pas du tout. Dans le sens où, pour moi, c'est un matériau brut, comme on prendrait une pierre et on pourrait la sculpter. Voilà, c'est le matériau qui m'intéresse. Après, je n'ai pas du tout une position de field recording, d'enregistrement parfait, entre guillemets, parce que de toute façon, d'une part, je pense que ça n'existe pas, et d'autre part, cette approche naturaliste ne m'intéresse pas du tout non plus, en fait. Voilà. Bien sûr. Y alors, d'autres commentaires? Bueno, yo me quedé pensando en la primera parte de tu exposición, Luca, donde hablabas de un indisciplinamiento o de indisciplina en relación a las categorías en las cuales se clasifican las distintas especies artísticas, ¿no? Y me gustó ese concepto, como tal me interesa siempre esa idea de la hibridación entre los distintos materiales que provienen o que no necesariamente ni siquiera tenemos que mirarlo en ese sentido, pero que siempre los analistas los ponen como referenciales a algunos de los géneros tradicionales, ¿no? Y me gustaría si podías profundizar un poco en lo que vos entendés como ese concepto de indisciplina y en particular me interesa mucho después tal vez pasar a una parte sobre la relación desde el arte sonoro y el significado, ¿no? Que lo escuché, lo discutíamos hace unos días con el maestro y amigo Berenguer acá, pero me gustaría mucho
tener un poco más de tu acercamiento a ese tema. Voy a intentar en español. No, podés hablarlo en francés, claro, claro. Ok. La indisciplina è un poco una provocation. D'une part, c'est une provocation, l'indiscipline, mais parce que, mais puis d'autre part, c'est une approche pour enlever le canon, en fait. Parce que dans la discipline, il y a un canon. Si on est médecin, il y a une tradition, etc., etc. Si même dans la musique, hein, il y a des traditions, il y a des canons. Et mon idée, c'est un peu d'exploser un peu ces canons. Ou en tout cas, de les faire, c'est pas une idée de destruction, mais c'est plutôt une question d'interpénétration des domaines. Et comment, en interpénétrant ces domaines, on peut obtenir une nouvelle connaissance. Donc là, c'est là que réside l'idée d'indiscipline. De pouvoir se permettre des choses que normalement dans un canon on ne peut pas, parce que il y a des choses qu'on ne fait pas, parce que, etc. Et l'idée, c'est de pouvoir se permettre ces choses qu'on ne fait pas, qu'on ne peut pas, ou qu'on n'est pas autorisé, ou, etc. Et alors, en étant indiscipliné, mais alors là, vraiment dans l'idée d'être indiscipliné, on peut secouer un peu ces choses. Il y a un peu, ce côté un peu du chaos, c'est un peu cliché, mais disons que pouvoir poser des questions que normalement on devrait pas poser, mais finalement, si on les pose, peut-être que des fois, ça pourrait simplifier la vie. Porque también hablaste de la posibilidad de una nueva epistemología, que ese es un tema que me interesa. È profondamente. Parce que justement, en interpénétrant ces disciplines, il y a ces nouvelles connaissances, c'est en posant ces nouvelles questions, on obtient des nouvelles réponses. Et en provoquant, en sortant de ces canons, je prétends qu'il y a des nouvelles connaissances qui peuvent être générées. De la même manière, c'est pour ça que je m'intéresse à l'art et la science, qui était quelque chose qui, avant la révolution industrielle, par exemple, qui était quelque chose de très banal. On peut remonter même au XIIe siècle en Perse, où, par exemple, Karajan était astronome, philosophe, poète, et j'en passe. Et voilà, c'était quelque chose qui existait, sans vouloir citer Léonard de Vinci, qui a été rabâché tout au long de l'histoire, mais même Marcel Duchamp, qui était inspiré par Henri Poincaré, la mathématique de Henri Poincaré. Et toutes ces choses-là font que ça a ouvert, encore aujourd'hui, on parle de Duchamp, plus de 100 ans après. Donc voilà, je pense qu'il a découvert des choses que s'il était resté dans son monde à lui, il n'aurait peut-être pas trouvé. Donc voilà, c'est cette épistémologie, disons, née de ces chocs, de ces entrechocs, a mon avis. Pequeño comentario, justamente hace 2 días, en otro encuentro que ha organizado también desde Brasil, ahí Janet El Auli y otros grupos de personas y universidades, donde está Maki Solomos de París 8 y también algunas universidades argentinas, habló justamente Roberto Barbanti, italiano radicado en Francia, y Roberto habló justamente de esta teoría que él viene llevando adelante de la acusia, ¿no? De que toda nuestra cultura está dominada por la visión, y él plantea centrarnos, corrernos hacia la escucha, hacia la esfericidad de esta escucha, y que esto nos puede conducir realmente a una nueva epistemología, un nuevo modo de pensarlo. Me pareció súper interesante, y me pareció muy interesante también para reflexionarlo en relación a esto que planteabas también de la indisciplina. Y en particular
y en particular decía, porque la semana pasada se cortó al final la conversación que teníamos de alguien, bueno, que yo quiero mucho, obviamente, al expositor, ¿no? de nuestra semana pasada, pero en un momento planteó citándolo a Mariano Etkin y dijo textualmente, el título es tal vez la única ocasión donde la música se pliega a una específica dimensión de un significado. Yo, por supuesto, me siento muy alejado de esa posición, ¿no? De esta idea de que una permanente abstracción y donde los significados son siempre precisos y que me parece que es una idea que nosotros desde aquí miramos como fuertemente centroeuropea y donde voluntario o involuntariamente se defiende siempre esa abstracción y ese significado abierto, pero personalmente me interesa, lo escuchaba en el último fragmento, que fue solo un fragmento que pusiste cuando se escuchaban voces, más que superpuestas sucesivas en realidad, pero entonces me planteaba cuál era tu idea sobre la relación entre el arte sonoro y el significado, cuando hay un significado explícito, un significado del sentido de lo sensato, no solo de lo sensible, digo, ¿no? Porque, bueno, para mí es un tema muy importante y es casi como un paradigma que rompe con esa idea impuesta de la abstracción y de ese pensamiento centroeuropeo, que dio obras magníficas, que puedo seguir disfrutando, pero que no me interesa seguir repitiendo, ya que mucho tiempo también lo hice, lo repetí. Entonces me interesaba también una reflexión sobre ese aspecto al escuchar algo de eso. No, debo reconocer que no conozco profundamente tu trabajo y entonces no solo hablo a partir de estos ejemplos. Me disculpo. Mais, en fait, moi je pense que, bon, il y a deux choses, enfin, il y a beaucoup de choses dans cette question. D'une part, c'est, disons qu'entre l'art, moi je parle plutôt du son dans les arts plutôt que l'art sonore. Parce que de dire l'art sonore, c'est un peu comme de dire, on peut parler de peinture acrylique ou de peinture à l'huile. Un peintre, c'est un peintre. Non. Pour moi, hein. Oui. Tandis que l'art sonore, pour moi, c'est... en anglais, on dit sonic arts. Mais pour moi, ce qui m'intéresse, en tout cas, c'est le son dans les arts, le son dans le théâtre, le son dans la sculpture, le son etc. Et disons, d'autre part, au niveau du signifié, le significado, l'image, parce qu'on est malheureusement, en tout cas au niveau occidental, on a une population visuelle. Je ne sais pas si c'est la faute à Gutenberg, mais en tout cas, c'est un des responsables, entre autres. Mais il y a un filtre, on a un filtre qui n'existe pas chez les enfants, par exemple, au niveau visuel, alors que le sonore entre directement sans filtre et fait référence au background culturel et l'expérience de chacun. Et le sonore, dès lors, est transformé par la mémoire de chacun, qui est différente de tous. Et voilà, ça c'est une chose. L'autre chose, je m'intéresse aussi beaucoup, c'est pour ça que j'ai développé ce laboratoire qui s'appelle Ubiquity Lab, où je m'intéresse justement au sonore hors Occident. C'est pour ça que, par exemple, je travaille avec ces instruments en Afrique du Sud-Est. C'est pour ça aussi que j'ai travaillé avec des populations indigènes du Brésil, où le sonore est, par exemple, en Amazonie, beaucoup plus important que le visuel, parce que tout est vert dans la forêt. Et aussi même le langage, par exemple, je ne parle pas les langages d'Amazonie, mais on va voir, étudier certains concepts. Ils décrivent des mouvements. Par exemple, un chasseur qui va chasser un oiseau,
décrit la trajectoire du projectile jusqu'à l'oiseau et la chute de l'oiseau touché par ce projectile. C'est très sonore comme approche. Donc, moi, c'est toute cette complexité qui m'intéresse. Et ensuite, pour ce qui me concerne en tant que Suisse, Italo-Suisse blanc, vraiment au centre de l'Europe, en l'occurrence, moi, ce qui m'intéresse, c'est la perception, en fait. La perception, l'image mentale et l'imaginaire généré par le sonore. Et bien évidemment, c'est encore une fois, c'est lié à la mémoire. Il n'y a pas une image qui est la même pour le même son parce que justement, on est tous différents. Mais dans ma recherche, moi, ce qui m'a intéressé, c'est est-ce qu'il y a un lien, en fait? Et ce que moi, mon hypothèse, ma spéculation, c'est que je pense, en tout cas, dans l'image mentale en lien aux espaces, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de décrire dans mes recherches, c'est que la perception interne et la perception spatiale représentent le corps. Voilà, je l'ai dit vraiment très, très court. J'ai écrit pas mal là-dessus, mais c'est ma vision, en fait. C'est cet espace perçu à l'intérieur et le corps, en fait, de chacun. Hein. On pourrait faire une conférence là-dessus, hein, sur le signifié et le sonore, etc. Voilà, ça c'est un peu quelques pistes que je peux évoquer pour répondre à la question. Gracias. Je voudrais dialoguer avec Gonçalo Farello parce qu'il y a, je veux dire, en ce qui concerne la question d'écouter simplement les sons, il y a un phénomène qui passe avec moi et que Georges Ligeti a expliqué, et je suis d'accord avec lui. Il a écrit dans un article quelquefois quelque chose comme ça. En écoutant de la musique, nous créons dans un espace imaginaire des dessins et des images imaginaires. Alors, je crois que ça arrive à beaucoup de monde, ou presque à tous, et je crois que c'est très difficile toujours de penser dans une écoute pure, les sons par les sons. C'est ça. Je suis du même avis. Quand j'entends des sons, j'ai aussi toujours des images devant moi. Dès que, de mon jeune âge, quand j'étais une jeune fille, et j'entendais de la musique déjà parfois contemporaine, j'avais des images qui me venaient à l'esprit. Et ça me mettait dans une ambiance imaginaire. Et je trouve que aller au-delà de ça, ça donne au compositeur aussi la créativité, qui donne la créativité. Puisqu'on est dedans, on se donne des moyens d'aller au-delà. C'est-à-dire, on est occupé, on est fasciné par quelque chose et on est curieux et on va au-dessus. Et parfois, on ne reste pas dans il faut faire dans le conventionnel. C'est ça qui nous fait avancer, de oser au-delà. Si on dit, oui, il faut faire ça, on n'avance pas. Voilà. Il faut être indiscipliné. Ah ben, oui. Ah oui, oui. Ouais. Oui, c'est peut-être le secret de beaucoup de choses, n'est-ce pas? Même dans la science, c'est comme ça. Ouais. Je pense, personnellement. Et ça donne la créativité et
quand on est là-dedans, on est figé, il n'y a pas de temps. On est dans le moment concret. C'est universel, n'est-ce pas? Je pense. La discipline, c'est un concept très positiviste. Très Auguste Comte. Merci beaucoup, Lucas. C'était fort intéressant. J'étais très contente de découvrir aussi les autres facettes de vos compositions et la manière que vous travaillez la matière et tout ça. Et, merci beaucoup. Merci. Je trouve que c'est ce que vous avez dit à la fin, que c'est la projection du corps, que l'écoute, c'est une projection. Ce qu'on entend, c'est le corps élargi. Je trouve ça très intéressant parce que ce n'est pas verbal et ce n'est pas visuel, au fait. C'est un rapport psychique avec ce qu'on peut recevoir. Et comme on ne peut pas tout analyser de ce qu'on reçoit, c'est le corps qui fait un travail inconscient et qui absorbe. Et il y a une certaine idée de dédoublement magique ou hallucinatoire, d'imaginer que son corps peut devenir très large et englober l'extérieur. Ça, c'est tout ça stimulant comme idée. Il y a des études qui ont été faites. Enfin, les neuroscientifiques le disent beaucoup mieux que moi, mais c'est l'idée ce qu'on appelle body image, l'image du corps, la projection corporelle est liée au body control, body motor, l'aspect moteur du corps. Parce qu'on se déplace dans l'espace avec, par exemple, la proprioception, la perception du corps. Par exemple, si je prends un instrument, je sais qu'il est là à ce moment-là et je peux interagir avec parce que je maîtrise tous ces aspects. Donc, il y a un lien entre cette spatialité-là qui nous permet des choses incroyables, comme jouer du violoncelle ou n'importe quel autre instrument, à ce moment-là, en lien avec l'aspect moteur du corps. Donc ça, c'est la partie, je dirais, moins poétique, mais en tout cas très neuroscientifique de la chose. Et après, il y a tout ce que nous faisons, c'est-à-dire trouver de la poésie là-dedans et comment stimuler l'imaginaire. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est ce que la compositrice Pauline Oliveros disait par rapport à Sonic Imagination, en disant que Sonic Imagination, donc l'imaginaire sonore, dans imaginaire sonore, imaginaire, c'était par rapport au son, c'était déjà pas très juste, parce que dans imaginaire, il y a image, alors que comment on peut traduire cela pour le sonore? Donc, elle utilisait un aspect, un mot technique de l'architecture qui est oralization en anglais. Je ne sais pas si ça se traduit très bien en français, oralisation, mais c'est la perception, disons, des résonances, justement, des réverbérations, pas des résonances, des réverbérations d'un espace. Et donc, comment on pourrait percevoir ça dans notre cortex, ou en tout cas à l'intérieur de notre tête. Mais bon, voilà, parce que je pense qu'effectivement, le vocabulaire aussi peut donner des clés à un moment donné pour ce genre de choses. Ouais, voilà. C'est même intéressant pour les sportifs. Oui, absolument, absolument. Même pour des personnes qui ont eu des accidents cardiovasculaires ou ce genre de choses, ça permet justement de remaîtriser ou de re-entraîner des parties qui ont été endommagées, par exemple. Oui. Donc, vu qu'on parle de ça, une des idées
Alors, je suis super content de pouvoir vivre de ce que je fais, etc. Mais un de mes objectifs serait aussi de pouvoir travailler, en tout cas participer à la recherche dans ce domaine-là. Je pense que c'est quelque chose de, pas au-delà de l'ego, de l'art, etc., mais comment aussi participer à la médecine, parce qu'on touche à des choses que nous savons faire, qui sont très, très particulières, qui peut-être peuvent aider des personnes qui justement ont ce genre de problématiques. D'autres questions? Les musiciens, j'ai une petite question. Comment, je voudrais savoir comment les musiciens, par exemple, Sud-Afrique, comment ils réagissent à ces projets? Ils sont curieux ou ils font ce que vous faites ou ou ils ont de l'expérience de faire des projets comme ça? Est-ce qu'ils tombent du nu? Est-ce qu'ils disent qu'est-ce que c'est que ça? Ou comment ils réagissent? Je voudrais bien savoir. Ouais, ça leur déstabilise? Est-ce que ça leur déstabilise ou pas? J'ai déstabilisé beaucoup de monde dans le monde occidental déjà. Donc, je continue ma quête de déstabilisation. Mais non, je pense que c'est comme tout. Hein. Il y a un moment donné, comme dans tous les projets, hein, il y a d'abord de la sympathie pour le travail de l'autre, ou en tout cas de l'intérêt, une chose comme ça. Et c'est d'établir un dialogue. Après, il y a des gens avec qui c'est possible, avec d'autres, ce n'est pas possible pour mille et une raisons. Et voilà, ça se fait de manière très naturelle. Après, dans ce cas précis, je pense qu'il faut effectivement avoir des habitudes de musique en temps réel, en fait, composition en temps réel, d'être intéressé et habitué à ce genre d'approche. Et puis après, pour d'autres choses qui touchent plus à, disons, à la virtuosité ou ce genre de choses, parce que c'est pas facile non plus de jouer avec des sons, ça demande une certaine ouverture. Non, pour moi, il n'y a pas de... J'essaie surtout d'établir un dialogue. Après, j'ai pas de... J'ai jamais rencontré vraiment de barrière culturelle. J'essaie de m'en défaire, en fait. Après, il y a des écoutes qui sont différentes, ça c'est clair, mais ça, je pense, c'est lié au langage. Par exemple, un chinois, dû à l'intonation, etc., à une autre écoute qu'une autre langue. Enfin, je prends typiquement l'exemple du chinois parce que c'est très basé sur la modulation de certaines intonations. Mais voilà, après, je pense que c'est une question d'écoute, alors peut-être au niveau du langage, mais non, j'ai pas rencontré de problème. Après, bon, c'est plutôt des histoires d'ego. Hein. Comme ça, on en trouve beaucoup partout. Quoi. Non, je ne pensais pas question de problème. Je pensais comment est leur attitude une fois qu'ils sont dedans, ils s'investissent aussi, je suppose. Oui. Ouais, mais en plus, j'ai eu la chance de travailler avec justement Paul Molinkeng et puis de Lesotho et Karastese. Bon, Karastese, elle a beaucoup d'expérience, elle a étudié vraiment l'ethnomusicologie. Donc, elle m'a ouvert des portes aussi sur des gens qui auraient pu être intéressés par ce genre de démarche. Donc, c'est clair que ça facilite les choses de tomber directement sur les bonnes personnes. Il faut quelqu'un qui ouvre la porte avant, bien sûr. Sinon, c'est vrai que c'est difficile parce que déjà, même dans les pays où cette musique est développée, donc je parle de musique électroacoustique, c'est déjà une niche quelque part. Hein. C'est pas quelque chose. Et donc, en plus, c'est clair que dans d'autres pays, ça risque d'être. Des fois, c'est encore plus niche que niche. Mais après, c'est des pratiques qui sont ouvertes sur la composition en temps réel. Alors, elles s'appellent peut-être différemment dans d'autres pays, mais
Non, moi je crois que c'est vraiment. Non, en tout cas, les gens avec qui j'ai travaillé, j'étais très chanceux, ça s'est super bien passé. On veut encore travailler ensemble. Le seul problème, c'est que maintenant, voilà, on est un peu bloqué. J'ai une bourse pour retourner en Afrique, dans plusieurs pays en fait, d'Afrique. Mais pour l'instant, c'est bloqué parce que ça va. Je pense que c'est le bon moment d'y aller. Ouais. Merci beaucoup. Alors, s'il n'y a pas plus de questions, nous pouvons commencer à terminer. Je voudrais faire une proposition. Pendant cette série, nous nous connaissons raisonnablement en tant qu'artistes parce que nous échangeons des idées esthétiques e montrons certaines de nos œuvres. Então, nessa série, nós passamos a nos conhecer razoavelmente como artistas, porque intercambiamos ideias estéticas e estamos mostrando algumas de nossas obras. Et les samedis, je crois, pour nous, commence à être une tradition. Et pour ça, je voudrais proposer que, futurement, nous commençons à parler, discuter, faire un débat sur politique, idéologie, politique culturelle, etc. Et le 13 novembre, nous aurons la dernière conférence de cette série. Alors, je voudrais demander si tout le monde serait disponible pour un débat, un débat pour révision de notre manifeste pour les 20 novembre, 27 novembre et 3 décembre. Ça veut dire les 3 samedis après la dernière conférence. Então, eu estou propondo que depois da última palestra, que acontecerá dia 13 de novembro, nos 3 sábados seguintes, 20, 27, 20 de novembro, 27 de novembro e 3 de dezembro, a gente faça um debate de revisão daquele nosso manifesto. Voilà, c'est la proposition. On est d'accord? On est intéressé sur les sujets? Oui, oui, tout à fait. Oui. De ma part, je suis intéressé, bien sûr. Oui, oui. Moi, je suis en train de le mettre dans le calendrier. 20, 27 et 4, hein, c'est ça? 20, 27 et 3. 3 décembre, je crois, est samedi, non? Non, 4. 4? Alors, OK. Excusez-moi. 20 novembre, 27 novembre et 4 décembre. D'ici là, nous pouvons discuter comment organiser les débats, etc. On a du temps. Daqui até lá, nós podemos discutir como organizar o debate. Temos bastante tempo ainda. Por enquanto, as datas. Bom, se não tem mais nenhuma questão, colocação, só queria, então, agradecer Luca Forcucci pela bela exposição, pelo interessantíssimo e inovador trabalho. Eu simplesmente peço a ele que continue indisciplinado. Comme toujours. Merci beaucoup pour l'écoute, à vous tous, et pour l'honneur que vous m'avez fait de m'écouter, d'être présent. Très bien. Et alors, je dois simplement annoncer la prochaine conférence qui sera donnée par notre chérie chanteuse, soprano, performer, Françoise Vaniac, docteur Françoise Vaniac, qui va parler sur une nouvelle
technique de son. Voilà. Oui. Voilà. C'est le Nyalin singing. É o canto aspirado. É o canto para dentro. Et voilà. Ouais. Alors, Ben, ça sera pour la semaine prochaine. Arrivederci, ciao. ciao. Hasta luego a todos. Que anden bien, Arrivederci, arrivederci. Ci vediamo. Adesso parliamo in italiano, benissimo. Ah, va bene, sì, Sì, no, in non abbiamo italiano, parlato in perché italiano no? ancora. Adesso devo ancora dire una o due cose. In italiano va benissimo. Ottimo, allora d'ora in poi parleremo in italiano perché per me va benissimo. Vabbè, in catalan. Hola. On va mettre des X partout. Goedenavond. Bonanit, maestro Berenguer. Buonanit, maestros, maestras y maestros. Ciao Manuel, che ti hai visto per non salutare. Ciao. Ciao Manuel. Ciao, bien. Ciao.